La première pierre du plan calcul a été posée hier matin au ministère de l'Économie et des Finances. C'est en effet hier matin qu'a été signée la convention qui lie l'État à la Compagnie internationale pour l'informatique, en abréviation C2I. Avant M. Debré ont signé cette convention M. Olivier Guichard, ministre de l'Industrie, M. Messmer, ministre des Armées, et M. Maurice Schumann, ministre d'État à la Recherche scientifique, ainsi que les présidents directeurs généraux des sociétés privées qui composent la Compagnie internationale pour l'informatique. Et M. Debré a tenu à préciser l'importance de cette signature. Ce protocole, ou plutôt cette convention, répond à un objectif très précis. Avoir une forte industrie nationale capable de construire des ordinateurs. Voilà, en quelques mots, notre objectif, notre préoccupation. Pourquoi? D'abord parce qu'aucune nation industrielle ne peut se développer dans les années à venir sans informatique, c'est-à-dire sans ordinateur. Et qu'il est bon en ce domaine qu'un pays comme la France recherche son indépendance, c'est-à-dire puisse avoir ses savants, ses techniciens, ses industries, ses usines, sa capacité nationale de production. Il ne s'agit en aucune façon de créer un monopole. Nous savons ce que nous devons, non seulement aux sociétés françaises dans le passé, mais à des sociétés à forte participation étrangère, qui ont apporté ici une bonne part de notre expansion et une très grande part de notre équipement en ce domaine. Mais, sans vouloir en le moins du monde créer un monopole, il est essentiel qu'une industrie nationale française existe dans ce secteur de pointe et puisse affronter la concurrence. Voilà l'objet, et la manière de l'atteindre a été la suivante. Diverses sociétés françaises importantes se sont groupées, ainsi que leurs filiales, en une société unique, la Compagnie internationale de l'informatique. Et avec ces sociétés mères, leurs filiales, et cette société nouvelle, l'État a passé un contrat de 5 ans. Pendant ces 5 ans, ces sociétés font un effort financier, technique, industriel. Et pendant ces 5 ans, l'État fait également un effort financier, apporte sa collaboration technique. Et au bout de ces 5 ans, comme il est normal, il y aura une revision et sans doute la collaboration continuera. Mais la base a été établie, une industrie nationale en face de ses concurrentes, de telle façon que dans ce secteur scientifique et dans ce secteur industriel capital, si possible, nous restions au premier rang. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'une chose très importante, d'une grande affaire. De même que le 19e siècle a été marqué par la révolution du machinisme, le 20e sera sans doute marqué par la révolution des machines intellectuelles, des ordinateurs. Demain, dans 10 ans, dans 20 ans, nous vivrons avec elles, nous travaillerons avec elles, comme nous travaillons aujourd'hui avec le téléphone, avec l'avion, avec l'auto. Et ce n'est pas une réalité d'après-demain. Actuellement, le marché des ordinateurs aux États-Unis augmente de 35% chaque année. Or, la France ne construit pas actuellement, avec des sociétés purement françaises, ne construit pas de grands ordinateurs. Donc en juillet, le gouvernement a lancé le plan calcul pour lancer en France l'industrie des grands ordinateurs. Mais pour construire des ordinateurs de cette importance, c'est une entreprise technique et scientifique colossale, un peu comme construire une centrale nucléaire ou construire un avion supersonique. Il faut donc une société très puissante. Il n'y avait pas au départ en France de société assez puissante pour s'attaquer à un tel problème. Et le gouvernement, qui d'habitude, quand il est en dialogue avec l'industrie, souhaite avoir plusieurs industriels, faire des appels d'offres, etc., a cette fois procédé très différemment. Le gouvernement a incité les industriels à se grouper, à fusionner, et c'est ainsi qu'est née une nouvelle société, la C2I, la Compagnie internationale pour l'informatique, qui va être désormais la grande société française de construction des calculateurs. Et le gouvernement a passé une convention avec cette société. Le point essentiel de cette convention, c'est que le gouvernement passe sur 5 ans pour 400 millions à peu près de contrats d'études à cette société pour construire, pour lancer la construction de grands ordinateurs.
Ce qu'il y a de très particulier, c'est que cette société, qui se trouve donc être l'interlocuteur privilégié, aidé par l'État, est pourtant une société absolument privée. Elle n'a pas de monopole, l'État ne lui passe pas de commande ferme, simplement l'État l'aide à lancer une industrie nationale. Alors, que va faire cette société? Eh bien, elle ne va pas tout de suite s'attaquer aux calculateurs géants. Ça, c'est très difficile, et même les grandes sociétés américaines ont beaucoup de difficultés avec les grands calculateurs. Comme disait M. Gallet, le délégué général à l'informatique, on va d'abord faire l'Airbus, pas tout de suite Concorde. Donc d'abord des calculateurs de moyenne puissance, ce sera la gamme 1, et puis par la suite, les ordinateurs plus ambitieux, ce sera la gamme 2. Donc cet accord qui a été signé, c'est un point essentiel du plan calcul, un ensemble. Ici, nous avons surtout parlé des machines, mais le plan calcul, c'est aussi la formation spécifique que nous venons d'entendre. Aucun Français, aucune Française ne peut dire, malgré les désillusions, que cette voix qui a retenti pour la première fois le 18 juin 40 n'ait été, à diverses reprises, celle de la France. La grandeur des souvenirs ne peut être abolie. Mais une élection n'est pas une commémoration. Elle est une décision, la vôtre, pour 7 ans, et bien davantage, car tout l'avenir est contenu dans ce qui va se passer dans les mois, dans les années qui viennent. Nous n'avons donc pas à renier l'histoire. Nous n'avons pas davantage à nous enfermer dans l'histoire. Nous avons plutôt à nous adosser à l'histoire pour prendre la hauteur de la marche qui doit être maintenant celle du peuple français vers son avenir. L'avenir, désormais, je crois, est assuré. La relève est prête. C'est la grande révélation de la campagne électorale qui s'achève aujourd'hui. Cet avenir, vous en connaissez les objectifs. Donner de nouvelles priorités à notre pays contre les dépenses stériles au profit du logement, de la formation, de l'éducation nationale et des grands équipements, animer nos régions, donner la justice sociale pour assurer le progrès et surtout construire l'Europe, non pas une Europe d'États séparés, restant chacun souverain et s'affrontant les uns les autres, mais l'Europe unie, ce que nous voulons ensemble, c'est la marche ferme, patiente, défendant les intérêts français, mais la marche résolue vers les États-Unis d'Europe. Voilà nos grands objectifs. Et ils sont si profondément ancrés dans le cœur des Français que si vous me portiez à la présidence de la République, je suis convaincu que cette politique trouverait une majorité au Parlement et en tout cas, s'il le fallait, dans le pays avec une nouvelle représentation. C'est donc une succession sans heurts qui est désormais possible, sans transition, sans à-coups, dans l'ordre, dans la continuité. Alors, pourquoi la retarder? Puisqu'aussi bien l'échéance est inéluctable, tôt ou tard. Pour répondre à cette question, il n'est pas inutile, je crois, que nous nous interrogions sur les raisons qui ont dû être celles du général de Gaulle lorsqu'il a décidé, après de longues hésitations, à se représenter. Il a compris que personne, et peut-être même personne dans son entourage le plus proche, ne pourrait faire accepter aux Français une politique dont le nationalisme est si exacerbé qu'il détruit les chances de l'Europe, qu'il ruine les possibilités de notre sécurité dans l'Alliance,
et qu'il barre la route à notre expansion économique. Il fallait donc, pour maintenir cette politique que le général de Gaulle se présente et lui seul pouvait tenter de la maintenir en faisant appel devant les Français, non pas au bilan de son action, non pas à l'appel de ce qui serait fait demain, mais en invoquant la légende du passé. Mais toutes ces raisons sont pour nous autant de causes qui nous ont jetés dans le combat pour le renouveau de la France. Retarder l'échéance, mais ce serait accepter de nouveaux retards que j'ai signalés sans joie pour montrer le décalage entre la situation de notre pays et ceux du marché commun. Retarder, ce serait laisser passer la chance de faire l'Europe, car nous allons vivre les derniers moments. Tout va se jouer dans quelques semaines, dans quelques mois. Alors, saisissez la chance qui passe et qui peut-être ne repassera pas. Au demeurant, nous avons une chance dimanche prochain. Aucun drame, aucune tragédie ne semble s'annoncer. Pour la première fois depuis des dizaines d'années, nous allons pouvoir voter à l'abri des menaces d'une guerre, de grands conflits sociaux ou de convulsions colonialistes. L'horizon est donc éclairci et la succession peut s'opérer dans le calme, dans la continuité. Saisissons par conséquent cette occasion. Marchons résolument vers notre avenir. Le moment est venu de la décision. Il a fallu pour moi du courage. Il vous faudra aussi du courage, parce qu'il faut surmonter toutes sortes d'habitudes, toutes sortes de souvenirs. Il faut nous rassembler vers les grandes tâches de l'avenir. Il faut surmonter les divisions du passé, les querelles des partis, forger ensemble, au-delà du nationalisme et d'un verbalisme révolutionnaire, une grande force démocratique et sociale. Le temps de l'élan pour la France est venu, d'une France dont la grandeur sera celle de sa générosité. De l'aménagement du territoire, les métropoles régionales. Monsieur Olivier Guichard, tout d'abord, quelle est la définition de ce mot métropole régionale? Eh bien, tout d'abord, je vous dirais que je n'aime pas le mot métropole régionale, car l'expression de métropole d'équilibre me paraît convenir mieux à la politique que nous entendons mener. Une métropole d'équilibre, c'est sans doute une certaine concentration de population nécessaire à l'obtention de certains équipements. Mais c'est avant tout pour nous un centre d'attraction régionale et aussi un centre de rayonnement. Il est indispensable, voyez-vous, que dans une période d'urbanisation accélérée comme celle que nous vivons, je vous rappelle qu'en France, nous sommes passés de 25% à 60% de population urbanisée en moins de 100 ans, il est indispensable que dans une période pareille, nous préparions les infrastructures urbaines qui feront face à ce mouvement général. Quelles sont en France actuellement ces métropoles d'équilibre? La liste en a été arrêtée par la Commission nationale de l'aménagement du territoire, je vous la rappelle: l'île Roubaix-Tourcoing, Nancy-Metz, Strasbourg, Nantes-Saint-Nazaire, Bordeaux, Toulouse, Marseille-Aix-Fos, Lyon-Saint-Étienne. Ce sont des villes qui ont été choisies d'abord pour leur éloignement de Paris, qui ont été choisies aussi parce qu'elles avaient déjà un rayonnement régional, et qui enfin présentent au départ certaines caractéristiques d'équipements complets qui en font des plateformes nécessaires pour une politique de métropole, ce qui n'exclut du reste pas une politique de développement des grandes villes autour de Paris, trop proche pourtant pour correspondre à l'idée que nous faisons des métropoles d'équilibre.
Donc, en quelque sorte, ces métropoles d'équilibre constituent une catégorie de villes particulières. Elles vont poser des problèmes analogues. Comment comptez-vous, monsieur le délégué, les résoudre? Sans doute ces villes ont des problèmes communs. Elles ont des problèmes communs car toutes doivent essayer de réunir la panoplie complète des équipements urbains. Mais pour nous qui avons la charge de penser à ces équipements, elles posent aussi de très nombreux problèmes spécifiques. Par exemple, celui des liaisons entre des villes comme Lyon et Saint-Étienne à l'intérieur d'une même métropole, ou comme entre Nantes et Saint-Nazaire, celui des installations portuaires en dehors de la ville, comme à Bordeaux ou à Marseille, celui du développement maximum des universités longtemps abandonnées comme à Nantes, et aussi, et quelquefois même surtout, celui des structures administratives de la métropole elle-même. C'est le cas, par exemple, d'une métropole du Nord, Lille, Roubaix, Tourcoing, où on ne fera pas de politique d'équipement sérieuse si on continue à faire face à 28 communes différentes dans la même agglomération. Mais n'est-il pas à craindre, monsieur le délégué, que la concentration des activités dans ces villes ne risque de créer autour d'elles des déserts? Ah, voilà une objection qu'on nous a souvent faite, surtout depuis qu'on a découvert, à juste titre d'ailleurs, l'expression Paris et le désert français. Mais nous ne plaidons pas coupables. Dans cette affaire de métropole, il faut bien réaliser à quel point les milieux urbains et les milieux ruraux sont actuellement en interpénétration nouvelle. Il faut bien réaliser que la multiplication des centres de vie dans un pays doit favorablement intervenir pour supprimer les déserts que nous évoquions. Il n'y a pas de raison pour que plusieurs centres de vie créent des déserts plus qu'un centre de vie. Le jour où nous aurons en France plusieurs grandes villes qui seront à la fois des centres de décision, des centres de conception et d'information et aussi des centres de services rares, je suis persuadé que c'est toute la région qui en profitera. Voyez-vous, dans une enquête récente d'opinion publique, nous nous sommes aperçus que c'était surtout dans les villes de plus de 100 000 habitants que l'influence de Paris diminuait. Ceci est un élément encourageant pour les métropoles. Et de même, il faut bien le dire, Paris a considérablement profité au bassin parisien. Les grandes villes qui l'entourent ont profité du rayonnement de Paris. Je ne vois aucune raison pour que ce ne soit pas de la même manière des grandes métropoles d'équilibre qui, demain, en France, profitent à toutes les régions françaises. Quelle est la cause première des troubles de mai et de juin? Cette cause est politique. Les revendications de toutes sortes n'ont fait que se greffer sur ces troubles et ne sont au bout du compte que des causes secondes. D'ailleurs, elles ont été en large partie satisfaites. Le fond du problème est politique. Des groupes révolutionnaires se sont constitués au cours de ces dernières années dans notre pays. Leur objectif, renverser les institutions républicaines et y substituer un gouvernement collectiviste totalitaire qui nous priverait de toutes nos libertés. Leur méthode, vous les avez vues, c'est la violence, et si leur force devenait plus grande, ce serait le terrorisme. Les barricades, les premières barricades qui se sont créées dans Paris, la préparation des cocktails Molotov, l'occupation des bâtiments publics, les jets de pavés sur les forces de l'ordre, les incendies de voitures, les incendies des commissariats de police, tout cela avait été pensé et avait été soigneusement préparé.
beaucoup d'organisations ont été noyautées par ces groupements révolutionnaires. En face de cette agression, il appartenait au gouvernement de défendre la République. C'est ce qu'il a fait. Et le 12 juin dernier, diverses mesures ont été prises par le Conseil des ministres. Ces groupes révolutionnaires ont été dissous. Les étrangers qui abandonnent la stricte neutralité politique ont été et seront expulsés. Et si ces groupements révolutionnaires sont reconstitués, leurs meneurs seront déférés, et les exécutants aussi, seront déférés devant la Cour de sûreté de l'État. Mais ce n'est peut-être que le premier acte de cette pièce qui vient de se jouer. Des mots d'ordre circulent çà et là qui annoncent la nouvelle révolution d'octobre. Le gouvernement est prévenu. En tout état de cause, si le danger aujourd'hui n'est pas complètement écarté, il saura maintenir l'ordre. Et au nom de quelle doctrine ces révolutionnaires viennent-ils commettre toutes ces agressions et troubler l'ordre public? Ils admirent particulièrement les héros des pays sous-développés, Mao Tse-tung, Fidel Castro, et alors qu'ils professent le plus large internationalisme, ces héros sont des nationalistes à tout crin, et ce n'est pas faire injure que de leur dire. Nos révolutionnaires nous parlent également de l'émancipation humaine, de la liberté du peuple, alors qu'ils veulent instaurer une tyrannie qui serait un effroyable recul comme toutes les tyrannies collectivistes et totalitaires. Eh bien, le gouvernement ne laissera pas faire cela. Et j'espère que tous les yeux s'ouvriront et que toute la partie saine de la nation, tous les éléments sains de la nation s'écarteront de ceux qui veulent détruire les institutions de la liberté et de la République. En tous les cas, notre gouvernement est un gouvernement ardemment, entièrement démocratique, et nous lutterons obstinément pour que l'emporte la légalité républicaine et que soit maintenue en tout état de cause la paix publique. Il y a 15 ans, je disais devant un congrès national du MRP, dont je demeure le président d'honneur, éviter la cassure de la France en deux blocs. Ce n'est pas condamner les démocrates à l'émiettement, c'est-à-dire à l'impuissance, mais bien au contraire les unir en une force assez cohérente pour gouverner, mais assez ouverte pour rassembler. Cette définition s'applique mot pour mot à l'Union des démocrates pour la défense de la République sans numéro, c'est-à-dire tout simplement du droit des Français à choisir leur destin eux-mêmes et au scrutin secret, sans jamais se laisser imposer par la violence un pouvoir installé dans l'illégalité. Oui, cette force, assez cohérente pour gouverner, mais assez ouverte pour rassembler, c'est le seul moyen d'éviter la cassure du pays en deux blocs. Pour un motif politique d'abord. À partir du moment où les chefs fédérés, sans se faire d'illusions d'ailleurs sur le sort qui les attendrait en cas de victoire apparente, ont décidé par un pacte électoral sans programme commun d'ouvrir aux chefs communistes les portes du pouvoir, il faut ou bien se résigner à un régime qui, chez nous comme partout ailleurs, supprimerait FO, la CFDT, la CFTC au profit d'un syndicat imposé et toutes les organisations politiques au profit d'un parti unique, ou bien dresser un barrage qui tienne. Mais quand ce barrage a pour premier objet de sauvegarder toutes les libertés, à commencer par celles des adversaires, quand il est tenu par des démocrates de toutes inspirations, démocrates chrétiens, démocrates socialistes, démocrates libéraux, quand les défenseurs de ce barrage se déclarent ouverts à tous les rapprochements et à toutes les réconciliations, alors son effet immédiat est précisément de rendre impossible la cassure de la France en opposant au bloc formé par le Parti communiste et ses otages un rassemblement ouvert à toutes les Françaises et à tous les Français qui n'ont qu'un drapeau, celui de la République. Même, direz-vous, et les communistes eux-mêmes, les militants de base, les électeurs,
Est-ce que vous prétendez exclure de la communauté nationale ces centaines de milliers d'hommes et de femmes soulevés par l'injustice, comme l'a écrit le général de Gaulle lui-même dans une page de ses mémoires de guerre consacrées aux grandes heures de la résistance? Non. Non. Et voici le second motif, qui celui-là est d'ordre social. Un journaliste qui est par excellence un homme libre, Jean Ferniaud, écrivait tout récemment: à l'origine de la révolte des étudiants, bien avant les excès, et à l'origine de la révolte ouvrière, bien avant les accords de Grenelle, se trouvait le problème de l'homme considéré comme unité de production et aspirant confusément à retrouver sa dignité en participant aux décisions. Cette revendication-là n'a pas été satisfaite, du moins pas vraiment. Il est frappant de constater que d'un bord à l'autre de l'horizon politique, seul le général de Gaulle a prononcé le mot de participation. Participation à tous les échelons, régional, local, économique. Mais c'est notre doctrine de toujours, à laquelle la grande crise donne enfin sa grande chance. Ce sera la démonstration que la justice exige la dignité, c'est-à-dire non pas le sacrifice des libertés à un pouvoir totalitaire, mais au contraire la multiplication du droit à la liberté. Donnez-nous la large majorité, qui, dans cette voie, nous permettra d'aller vite et loin. Et là encore, là surtout, avec la classe ouvrière, vous aurez rendu impossible la cassure de la France en deux blocs. Je lisais hier qu'un de mes concurrents, qui est aussi un de mes amis dans la circonscription ouvrière de la vallée de la Lys, avait dit à propos du ministre des Affaires sociales: on votera pour lui si on écoute son cœur. Je ne sais s'il faisait allusion aux mesures que nous avons prises ou à celles que nous préparons en faveur des catégories les plus déshéritées, celles qui ne risquaient d'être oubliées parce qu'elles ne peuvent ni construire des barricades, ni utiliser le légitime droit de grève. Mais ce que je sais, c'est que l'appréciation portée sur moi est la plus réconfortante de toutes celles que je pouvais espérer, car pour construire un ordre nouveau sur le refus de la violence et de l'illégalité, pour construire un ordre nouveau sur la paix, et d'abord sur la paix entre Français, en vérité, oui, c'est bien cela ce qu'il faut, du cœur. It's time for the Longines Chronoscope, a television journal of the important issues of the hour, brought to you every Monday, Wednesday, and Friday. A presentation of the Longines Whitnor Watch Company, maker of Longines, the world's most honored watch, and Whitnor, distinguished companion to the world-honored Longines. Good evening, this is Frank Knight. May I introduce our co-editors for this edition of the Longines Chronoscope? Larry Lasser and August Heckscher, chief editorial writer for the New York Herald Tribune. Our distinguished guest for this evening is the Honorable Maurice Couve de Murville, French ambassador to the United States. Well, this may be the first appearance of the new French ambassador on American television. Couve de Murville is no stranger to this country. He's made friends and influenced people from Washington to the council chambers of the North Atlantic Treaty Organization. Mr. Ambassador, we're happy to roll out the red carpet of friendship to you, but I must confess that the people of this country are a bit critical of France for some reasons. I wonder if you have any answers to those criticisms. Well, I suppose you are referring mainly to the political instability of France, which the friends of France abroad are worried about, and which, of course, the Frenchmen are even more worried about. I think that this political instability is due to two main reasons. One is the Constitution of France, which is... Je me suis adressé à vous avant Noël pour essayer de vous expliquer quelle était alors la situation pour ce qui est de vos préoccupations essentielles. Il me semble que depuis lors, beaucoup de choses se sont simplifiées et par conséquent précisées, et que chacun commence à y voir plus clair quant à l'avenir. D'abord, la sombre année 1968 est maintenant derrière nous. En même temps, on n'aperçoit pas de difficultés prévisibles
sur le plan politique. La France est à nouveau installée dans la stabilité, cette stabilité dont le général de Gaulle est et sera longtemps encore le symbole et le garant. Dans ces conditions, nous nous trouvons face à nos problèmes véritables. Et c'est la tâche du gouvernement, appuyé sur une majorité solide, de chercher à y trouver des solutions. Ces problèmes, dans l'immédiat, sont toujours les mêmes, ceux dont je vous ai déjà parlé et dont sans doute je vous parlerai souvent encore. L'éducation nationale, la situation économique, c'est-à-dire notre vie de tous les jours à chacun d'entre nous. Quant à l'éducation nationale, c'est un fait que la rentrée de janvier s'est faite normalement. Mais depuis quelques jours, nous constatons une nouvelle flambée de désordres qui sont intolérables et qui constituent une insulte à la dignité de l'université. En disant cela, je pense en particulier aux actes de vandalisme contre les bâtiments et le matériel auxquels nous assistons. Bâtiments et matériels qui sont cependant l'instrument de travail des étudiants et la propriété de la nation. Ces actes sont proprement scandaleux et témoignent de la part de ceux qui les commettent d'une irresponsabilité que l'on a peine à comprendre. On la comprend d'autant moins quand on fait la comparaison avec le soin que les ouvriers, en grève en mai et en juin pendant des semaines, ces ouvriers mêmes que nos enragés avaient cherché à attirer dans leur jeu, aux soins que ces ouvriers ont mis à traiter le matériel de leurs usines, qui n'est pas non plus leur propriété, mais qui est aussi leur instrument de travail. Le devoir du gouvernement est de maintenir l'ordre et il n'y faillira pas. Déjà, j'ai dit qu'aucune occupation de bâtiments universitaires n'était plus tolérée. Et dès que des tentatives sont faites, les mesures nécessaires sont prises immédiatement. De la même façon, nous appliquerons sans défaillance et dans toute la mesure indispensable les mesures disciplinaires que le règlement ou la loi nous autorise à prendre. Chacun peut constater d'ailleurs que les abus dont je parle sont le fait de petites minorités qui apparemment ne se résignent pas à ne plus faire parler d'elles. Ceci étant, le grand problème, c'est d'appliquer la réforme de l'université, avec la participation de tous, enseignants et étudiants. Certains, et ce sont toujours les mêmes, qui recherchent systématiquement le désordre. Certains s'y refusent, bien qu'ils aient, en mai, demandé cette participation, montrant ainsi que ce n'est pas la réforme qui les intéresse, mais bien la contestation pour la contestation et en définitive l'anarchie. Je suis pour ma part convaincu qu'ils ne seront pas suivis par la grande majorité de leurs camarades. Et de toute façon, le gouvernement ira de l'avant, conformément à la loi, pour doter enfin la France de cette université moderne dont elle a tant besoin. La situation économique est, je le disais, le second de nos grands problèmes. Et je constate que, quant à elle, les conditions sont toujours
satisfaisante. La production va se développant, l'emploi s'améliore, quoique puissent en dire certains qui, envers et contre tout, s'obstinent à tirer des conclusions absurdes de statistiques manifestement incertaines. En dépit de cette situation qui est bonne, je disais en décembre que les Français restaient mélancoliques et que beaucoup formulaient des pronostics pessimistes quant à l'avenir. En réalité, ces Français-là me rappellent le docteur Knox, ce célèbre personnage d'une comédie sur la médecine, qui professait que la santé est un état anormal qui ne présage rien de bon. Cependant, la réalité a une certaine force de persuasion, et j'ai l'impression que le sentiment général commence à changer. Ce dont il s'agit, c'est toujours du retour à l'équilibre. Et je dis tout de suite que l'État doit donner l'exemple de ce point de vue dans la gestion de ses propres affaires. En d'autres termes, il doit réduire en attendant de faire disparaître le déficit de son budget. Non, certes, par des impôts. Je crois que la limite est atteinte pour la plupart des citoyens. Je pense aux petites et aux moyennes catégories, aux producteurs, aux commerçants, aux artisans, aux personnes âgées et à bien d'autres encore. Mais par des économies. Et justement, le gouvernement vient d'arrêter un premier programme d'économie de 3,3 milliards d'anciens francs qui constitue une première réduction substantielle du train de vie de l'État, étant entendu que ces réductions ne s'appliquent pas aux équipements dans la mesure où ceux-ci sont utiles à l'économie. Parlant de la réduction des dépenses, on pense tout naturellement d'abord aux entreprises nationales, chemin de fer, charbonnage, électricité, etc., qui font peser des charges très lourdes sur le budget et le trésor, c'est-à-dire en définitive sur le contribuable. Pour ces entreprises, des réformes profondes sont en préparation. Leur application sera difficile et même douloureuse, mais il faudra y veiller avec résolution, étant bien entendu naturellement qu'il n'est pas question de porter atteinte au principe des nationalisations, non plus qu'aux droits des personnels. À côté de l'équilibre financier de l'État, il y a l'équilibre économique général. Et de ce point de vue, deux facteurs sont essentiels, les prix, les salaires. De leur évolution, tout dépend, et d'abord l'expansion et la monnaie. Les prix sont une de mes préoccupations essentielles. Dès le mois de juillet, j'ai engagé la bataille. Un strict contrôle a été mis sur pied, en même temps qu'il était fait appel à la coopération de l'industrie et du commerce. Et je suis heureux de dire que cet appel a été entendu. Bien sûr, il y a des abus. Nous devons les réprimer et nous les réprimons. Bien sûr aussi, les ménagères qui m'entendent peut-être ce soir me diront que tels ou tels produits ont augmenté dans des conditions très exagérées et je n'en disconviens pas. Mais ce qu'il faut voir, c'est l'ensemble, c'est-à-dire la moyenne. Et pour ce qui est de l'ensemble, je dis que ce que nous avions annoncé
est en train de se réaliser. Pendant le second semestre de 1968, nos prix en moyenne à la consommation n'auront pas augmenté de plus de 3%, presque exactement. Et nous continuons en janvier, en dépit de l'augmentation de la TVA, ce n'est en aucune façon l'avalanche qui avait été prévue par beaucoup. Les prix, je le disais, sont essentiels pour l'équilibre économique. Ils sont essentiels aussi pour les salariés. Ceux-ci ont connu, en 1968, une augmentation formidable et sans précédent de leur rémunération. Cette augmentation, naturellement, leur a donné une satisfaction qui est bien naturelle. Mais en même temps, beaucoup d'entre eux, je le sais, avaient un sentiment d'incertitude et même de scepticisme. Ceux-là se demandaient de ces augmentations, que va-t-il résulter pour les prix et en définitive, que nous restera-t-il dans quelques mois? Eh bien, c'est un fait que les prix ont été contenus de telle manière que l'augmentation du pouvoir d'achat des salariés en 1968 et encore à la fin de janvier 1969 est considérable et elle aussi sans précédent. Chacun s'en réjouit profondément. Mais ce qu'il faut maintenant, c'est de ne pas compromettre cette situation. Il ne faut pas compromettre non plus l'expansion économique et risquer de voir renaître un chômage accru. Il ne faut pas non plus compromettre la monnaie. Je n'ai pas, je crois, besoin d'insister davantage pour montrer la nécessité d'une stricte discipline. Et ceci d'autant plus que nous ne sommes pas seuls au monde et que personne ne nous fera de cadeaux. La concurrence internationale est un fait qu'il n'est pas possible de nier, que le marché commun symbolise aujourd'hui, mais qu'il n'a pas créé. Croyez-moi, si nous devions, en 1969, connaître à nouveau les aventures de 1968, eh bien le redressement qui a été opéré dans les conditions que vous savez après mai et juin ne se ferait pas de nouveau. C'est dire que pour poursuivre notre redressement, la participation de tous est indispensable. La participation, c'est le grand mot et le grand besoin de notre époque, qu'il s'agisse de l'université, de la région, de l'entreprise. Nulle part, elle est aussi nécessaire qu'entre le gouvernement et les citoyens pour poursuivre l'œuvre que nous avons commencée et reprendre notre marche en avant. De tous les contacts que j'ai pu avoir récemment dans le pays, que ce soit dans le Nord où je viens de me rendre, que ce soit dans mes conversations avec les représentants de toutes les catégories, organisations professionnelles et syndicales, agriculteurs, chambres de métiers, chambres de commerce, je retire l'impression que l'on doit comprendre ce que je viens de dire et que par conséquent, l'on doit comprendre aussi que rien d'utile ne peut être fait sans la participation active de tous.
C'est cette participation que je vous demande de m'apporter et d'apporter au gouvernement. La première pierre du plan calcul a été posée hier matin au ministère de l'économie et des finances. C'est en effet hier matin qu'a été signée la convention qui lie l'État à la Compagnie internationale pour l'informatique, en abréviation C2I. Avant M. Debré ont signé cette convention M. Olivier Guichard, ministre de l'Industrie, M. Messmer, ministre des Armées, et M. Maurice Schumann, ministre d'État à la Recherche scientifique, ainsi que les présidents directeurs généraux des sociétés privées qui composent la Compagnie internationale pour l'informatique. Et M. Debré a tenu à préciser l'importance de cette signature. Ce protocole, ou plutôt cette convention, répond à un objectif très précis. Avoir une forte industrie nationale capable de construire des ordinateurs. Voilà